Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique la hiérarchie des besoins selon Abraham Maslow. Au premier niveau, les besoins physiques ou primaires tels que manger, boire et dormir sont essentiels à la survie. Au deuxième niveau, il y a les besoins psychologiques ou secondaires, tels que l'estime de soi, les relations humaines et la recherche de sens dans la vie. Au troisième niveau, une fois ces besoins satisfaits, il y a le besoin de dépassement et de réalisation de son potentiel. Il souligne que pour vivre pleinement, il est important de prendre en compte les trois niveaux de besoins et de ne pas négliger la survie. Ensuite, Bernard de Montréal aborde la question de la menace qui pèse sur la survie de l'homme au XXe siècle. Il affirme que l'homme doit prendre les mesures nécessaires pour se protéger de manière intégrale et vivre son intelligence d'une façon totale et créative, sans être influencé par ses émotions, sa mémoire ou ses habitudes. Selon lui, lorsque l'homme perd contact avec lui-même et n'a pas une conscience totale, sa vie devient une série d'obstacles et il en paye le prix. En conclusion, il explique que la vie n'est pas dirigée de manière créative envers l'homme et que celui-ci doit prendre conscience de cela pour mieux l'appréhender. L'homme est constamment influencé par une énergie qui affecte son mental, ses émotions, sa vitalité et sa réalité matérielle. Pour bénéficier de cette énergie et être totalement intelligent, il faut se libérer du conditionnement psychologique de l'ego. L'homme est aujourd'hui fragilisé par les illusions et les empoisonnements de la société moderne, ce qui l'empêche de reconnaître son intelligence véritable. Il a perdu son identité et ne peut pas vivre en harmonie avec les différents niveaux de son être. Pour vivre pleinement, l'homme doit relier sa conscience rationnelle à sa conscience créative, afin de bénéficier à la fois de l'ordre contemporain de sa réalité matérielle et de la compréhension globale instantanée de la vie. La compréhension du sens de la vie est cruciale pour la motivation et l'évolution de l'être. Cependant, les modèles traditionnels ont changé et n'ont pas été remplacés par de véritables valeurs profondes. La motivation, bien qu'importante socialement, appartient à l'intelligence cérébrale plutôt qu'à l'intelligence créative. La vie est une force intégrale en mouvement à travers l'homme, qui lui procure les ressources nécessaires pour des fins créatives. La motivation est un état psychologique inférieur qui permet à l'ego de s'orienter, mais n'est pas essentiel à la vie. L'intelligence créative de l'homme, qui est une force vitale et cosmique, fait partie de son autre intelligence et peut être une source de motivation authentique et profonde. Le cerveau éthérique est une force créative qui ne nécessite pas de motivation externe, elle est à la fois l'origine et la finalité de tout mouvement créatif dans le monde matériel. L'homme doit reconnaître et donner autorité à son intelligence pour comprendre la relation entre son moi matériel, son moi transcendantal et le siège de la conscience supramentale ou universelle. L'autorité de l'intelligence n'est pas égocentrique, mais universelle, faisant partie de l'alliance du surmoi avec le moi et la fusion de l'homme cosmique avec l'homme planétaire. Cette autorité permet à l'homme de vivre de manière neutre et pénétrante dans le monde, sans créer de dislocation ou de choc dans la société. La vie affective est importante dans le développement de l'homme, mais sa place et son importance évoluent avec le temps. Dans ses extraits de conférences, Bernard de Montréal parle de la vie affective de l'homme et de sa relation avec la conscience créatrice. Il affirme que pour l'homme involutif, la vie affective est un soutien moral et une mesure de son insécurité. Cependant, il ne considère pas que la vie affective fasse partie de la force créatrice du mental, mais plutôt des besoins émotionnels de la nature animale et astrale de l'homme. Selon Bernard de Montréal, si les hommes et les femmes vivaient leur vie affective de manière créative, ils ne connaîtraient pas les hauts et les bas, les amours et les haines. Il affirme que la conscience créatrice est trop stable et permanente pour être influencée par les émotions. Il note cependant que pour l'homme de l'involution, vivre sa vie émotive de cette manière est nécessaire en raison de sa nature animale et astrale. En ce qui concerne l'amitié, Bernard de Montréal indique qu'il n'a pas d'amis au sens où l'homme de l'involution a des amis. Il explique que pour lui, avoir un ami signifie être capable de briser le lien d'amitié si cela est nécessaire dans un souci d'intelligence. Il estime que les hommes d'aujourd'hui ont du mal à vivre leur amitié de manière intégrale car ils la cultivent principalement à travers les sentiments, ce qui rend difficile la rupture lorsque cela est nécessaire. Il pense que l'amitié véritable est celle qui permet de comprendre et de respecter les besoins de chacun, même si cela nécessite une certaine distance ou solitude. Beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas d'estime pour elles-mêmes en raison des conditions de vie et de l'autorité de l'intelligence qui leur a été retirée. Historiquement, ceux qui ont développé de l'estime pour eux-mêmes étaient souvent favorisés socialement, mais souvent leur estime était fausse. Les lois de la vie mentale n'ont pas été expliquées à l'homme, et
On lui a toujours fait croire que la sagesse était réservée aux élites. L'homme a donc été privé de sa capacité de se découvrir et de s'aimer lui-même. Cependant, avec l'évolution de la conscience, les hommes commenceront à prendre conscience de leur grand potentiel et à avoir une vraie estime pour eux-mêmes. Mais cela nécessitera du courage et le prix de la mémoire subjective devra être payé. L'homme apprendra à se libérer de la mémoire qui est un fardeau pour l'intelligence et un cadeau pour l'intellect. Les hommes renforceront leur estime en se parlant entre eux et en apprenant les lois de l'intelligence et de la pensée. Au final, ils entreront de plus en plus dans cette estime en comprenant le phénomène de la pensée. L'homme doit comprendre le phénomène de la pensée, car il est universel et sous-tend toutes les consciences humaines. Tant qu'il ne connaîtra pas les lois de la pensée et de l'astral, il ne pourra pas accéder à sa conscience créatrice et à l'infini de l'intelligence. Il est plus qu'une matière et une âme, il est aussi un esprit. Pendant l'involution, il a vécu uniquement sur les plans matériels et de l'âme, mais il doit émerger de son inconscient et réaliser les mouvements astraux de l'âme dans sa conscience. Pour cela, il doit être capable de communiquer avec des intelligences qui ne font pas partie du plan matériel. Une nouvelle psychologie basée sur le pouvoir créatif de l'homme et la communication avec l'invisible doit lui être donnée. La théologie n'est plus suffisante pour l'homme, il a besoin de comprendre l'esprit d'une manière qui dépasse la spiritualisation de l'âme. Il doit être capable de regarder la vie d'une manière créatrice et de lever les voiles qui constituent le mystère de la vie. Dans cette entrevue, il est question de la communication avec les plans supérieurs de la conscience universelle et de la nécessité pour l'homme de transcender les systèmes qui ont contribué à l'évolution négative de l'humanité. L'homme doit développer un ego de plus en plus transparent, servant de lentille pour canaliser l'énergie créatrice du mental universel. Il ne doit pas perdre son âme, mais la nettoyer des influences néfastes de l'involution. Il est souligné que la théologie a sa raison d'être, mais il est important de dépasser les limites psychologiques qu'elle peut imposer. Les individus qui communiquent naturellement avec les plans de l'invisible, comme c'est le cas à Saint Jean de Dieu, sont avertis des dangers associés à cette pratique. Le principal danger réside dans l'attitude de croyance envers l'invisible, qui empêche un contact intelligent et bénéfique avec lui. Il est donc nécessaire de développer une psychologie supramentale pour aider l'ego à déjouer les pièges de l'invisible et à établir une relation égalitaire avec les plans supérieurs de la conscience universelle. Il est également mentionné que le premier livre de l'interviewé abordera ces dangers du plan astral, afin de sensibiliser l'homme à ces écueils. Et ainsi éviter qu'il ne trafique avec la mort. Dans ce passage, l'auteur explique que l'homme peut développer une intelligence intégrale s'il comprend les dangers de certaines situations, y compris ceux liés à la vie psychologique. Lorsqu'il parvient à déchirer les voiles illusoires, un équilibre entre l'esprit, l'âme et l'ego est atteint. Cet équilibre permet à l'homme de mener une vie matériellement réussie et créatrice, prenant soin de différents plans de l'existence. Cependant, pour que l'esprit puisse communiquer intelligemment avec l'homme, son âme doit être dépolluée, c'est-à-dire libérée de la mémoire, des émotions et des croyances polluantes. L'auteur souligne également les dangers des forces occultes et de la croyance aveugle, affirmant que l'homme doit se libérer de ces influences pour développer une conscience évolutive et créative. Il suggère qu'au lieu de croire, l'homme doit apprendre à savoir, car la croyance entraîne une polarisation de l'intelligence et une domination. L'auteur encourage l'homme à se libérer de la croyance et à embrasser le savoir pour évoluer vers une nouvelle cognition. Le mensonge cosmique est une dimension psychique de l'infini que l'homme n'est pas capable d'absorber intégralement. Il est institué pour protéger l'ego de l'homme et l'empêcher de sombrer dans l'insanité. Cependant, à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, ce mensonge cosmique est levé et l'homme a accès à des données qui constituent l'infrastructure psychique des mondes en évolution. Il peut ainsi en comprendre les mystères et les travaux des hiérarchies. Cependant, tant que l'homme est émotionnellement affecté dans le mental, il doit faire attention à ne pas croire aveuglément ce qu'il reçoit. S'il est en contact avec des forces créatrices, il peut être amené à une déchéance psychologique. L'homme doit dépasser le besoin psychologique de la croyance pour accéder à un savoir absolu et entrer dans une conscience intégrale. Elle pourra alors communiquer télépathiquement avec des entités, avoir une conscience instantanée de l'humanité et des entités et entrer en contact avec des êtres extraterrestres sans être psychiquement affectés. Certains hommes sur Terre auront la fonction d'expliquer à l'humanité des lois cosmiques. Il est important de ne pas croire aveuglément, car cela fait partie de la rupture chez l'être humain de son contact avec les forces lucifériennes et astrales. Un vrai médium, s'il avait le contact avec les forces arimaniennes et lucifériennes,
réaliserait que l'objet de la guerre menée par ces forces est l'âme de l'humanité. La discussion entre les deux interlocuteurs concerne les forces invisibles qui influencent l'humanité. Ils évoquent notamment les forces astrales, lucifériennes et arimaniennes. Ils soulignent que l'homme doit intégrer ces forces pour évoluer, mais il doit aussi être conscient des dangers auxquels il s'expose en entrant en contact avec elles. Ils parlent également de l'importance pour l'homme de développer une psychologie créatrice, basée sur l'harmonie entre son ego et sa lumière intérieure, afin de se libérer des influences négatives. Il conclut en disant qu'il est important de mettre en garde les personnes qui cherchent à entrer en contact avec ces forces, mais qu'il ne faut pas interférer dans la vie des autres, chacun devant tirer ses propres apprentissages de ses expériences. Il suggère aussi la nécessité de développer une science et une psychologie nouvelle pour mieux comprendre ces phénomènes. Dans cette discussion, il est mentionné que l'humanité a besoin d'une science du mental qui permette à chaque individu d'atteindre son potentiel créatif sur les plans matériels et spirituels. Cependant, il est souligné que de nombreuses sectes et mouvements ésotériques sont infectés par des forces occultes et manipulent les gens dans leurs recherches spirituelles. Cela est considéré comme grave car de nombreuses personnes se retrouvent au bord du suicide après avoir été vidées et manipulées par ces forces occultes. Il est regrettable qu'il y ait peu de ressources pour aider ces personnes, car les praticiens religieux n'exercent pas d'exorcisme et les psychologues ne sont pas toujours compétents pour traiter ces problèmes. Malgré cela, il est dit que cette situation fait partie de l'évolution de l'humanité. Il est également rappelé que Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pour enseigner les lois de l'amour et de l'intelligence, mais que leur mise en pratique n'a pas encore abouti à la paix mondiale. En conclusion, la tâche d'inculquer la compréhension des plans invisibles et de faire face aux forces occultes est immense et complexe. Dans cette conversation, les participants discutent du monde des médiums et de la possibilité de contact avec des entités spirituelles. Ils affirment que ces forces ne se présentent jamais comme étant négatives, soulignant que le diable se présenterait plutôt comme un être positif tel que le Christ ou la Vierge. Ils mentionnent également l'émergence de l'idée des extraterrestres et la confusion que cela crée dans le monde. Toutefois, ils soulignent l'importance de ne pas croire aveuglément et de garder un esprit critique pour éviter de sombrer dans la folie. La conversation se termine par des remerciements.